Le gravier crissait sous ses semelles. Un son sec, propre, versaillais. Julien ajusta sa prise sur le lourd panier le nôtre dont l'anse en papier tressé lui cisaillait la paume. La maison de Meulière se dressait au bout de l'allée, massive, silencieuse, ses fenêtres closes comme des paupières sur un sommeil malade. Une odeur de lierre, de terre humide et de buis taillé flottait dans l'air frais d'octobre. Il avait pris la demi-journée, prétextant un chantier urgent, pour venir soutenir Camille, pour lui montrer qu'il était là. Les parents, une nouvelle fois, au plus mal. Le cancer du père, le cœur fragile de la mère. Un drame bourgeois joué à huis clos depuis 2 ans. Il s'apprêtait à sonner, le doigt suspendu à quelques millimètres du bouton en laiton, quand un rire fusa depuis le côté de la maison. Un rire de femme, clair, perlé, absolument dénué de toute angoisse. Le rire de Camille, un second rire, masculin celui-ci, lui répondit. Antoine, son frère. Le sang de Julien se glaça. Machinalement, il fit un pas en arrière, puis 2, se décalant sur le côté, longeant la façade jusqu'à se dissimuler derrière un massif d'hortensias aux fleurs séchées. La terrasse. Ils étaient sur la terrasse, invisibles depuis l'allée. Il retint sa respiration. « Tu es diabolique, Serette, absolument diabolique », disait Antoine, la voix amusée. Et puis la voix de Camille, nette, précise, sans la moindre inflexion de fatigue ou de tristesse qu'elle affectait au téléphone depuis des semaines. C'est de la prévoyance, Antoine, pas de la méchanceté. Les dernières primes de Julien sont bien arrivées sur le compte commun. La 3e SCI est bouclée avant la fin du mois. Il est tellement prévisible dans sa générosité, c'en est presque touchant. Il ne se doute de rien. Jamais. Le panier le nôtre heurta doucement le sol. Julien l'avait posé sans s'en rendre compte, comme on dépose un fardeau devenu insupportable. Le monde bascula. Une chute libre, silencieuse, dans un vide absolu. Chaque mot de Camille était un clou planté dans la chair vive de leur histoire. SCI, Prime, compte commun. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté monstrueuse. Les mauvaises passes des parents, les frais médicaux imprévus, sa propre sollicitude empressée, une farce, une escroquerie méticuleusement orchestrée. Son cœur ne battait plus. Il était une pierre lourde dans sa poitrine. Une nausée monta, âcre. L'amour. Le mot lui parut soudain obscène. Il sentit les commissures de ses lèvres se relever dans un rictus qui n'était pas un sourire. L'absurdité de sa propre cécité. Le bon pigeon. Le mari dévoué et aveugle. L'architecte qui construisait leur avenir pendant qu'elle édifiait sa propre porte de sortie dorée. Puis il entendit le tintement cristallin de 2 verres qui s'entrechoquent. Un toast. Sur la terrasse baignée de soleil, il trinquait. Au Sancerre, sans doute. Il trinquait à sa ruine. L'amour ne mourut pas. Il fut assassiné, exécuté de sang-froid. À sa place, il ne resta rien. Rien, sinon un instinct de survie primaire, une lucidité d'une pureté effrayante. Julien se redressa lentement dans l'ombre des hortensias. Il n'était plus un mari venant visiter sa belle famille. Il était un étranger sur le point de pénétrer en territoire ennemi. Sa main, sans trembler, glissa dans la poche de sa veste. Le pouce effleura l'écran froid de l'iPhone. Une icône rouge. Dictaphone. Activé. Le silence de l'appareil absorbait maintenant les rires lointains, les paroles empoisonnées, les archivant dans sa mémoire numérique. Il fit un pas, puis un autre, longeant la façade jusqu'à la porte-fenêtre du bureau de son beau-père, ancien notaire, le patriarche de cette comédie. Il la savait rarement fermée à clé, une négligence de nanti, une confiance absolue en la sécurité de leur monde clos. Son cœur ne battait plus la chamade. Il était devenu un métronome, froid, régulier. Chaque pulsation était une mesure,
Un calcul. La poignée de laiton céda sans un bruit. Il se fondit à l'intérieur avec la fluidité du nombre. L'air était immobile, chargé de l'odeur de la cire d'abeille et du cuir des relures anciennes. Un rai de lumière oblique coupait la pénombre, faisant danser des milliers de particules de poussière dans une chorégraphie silencieuse. Julien n'était plus Julien. Il était une caméra de surveillance, un œil qui enregistre. Ses mouvements étaient précis, économiques, dépourvus de toute hésitation. Le bureau en acajou massif trônait au centre de la pièce. Son regard le balaya, ignorant les photos de famille, cherchant l'anomalie, la cache. Le premier tiroir était fermé à clé. Une petite clé en laiton, ridicule, était posée juste à côté du buvard. Il la tourna dans la serrure. Le mécanisme cliqueta doucement. À l'intérieur, des chemises cartonnées. S.C. Ivaren. S.C. Trianon. Des noms qui ne lui disaient rien. Il sortit son téléphone. Chaque déclenchement numérique, le clic discret de l'obturateur, résonnait dans son crâne comme une détonation. Il photographia les actes authentiques, les statuts, les plans de financement. Puis, sous la pile, des relevés bancaires d'un compte dont il ignorait l'existence. Un compte joint au nom de Camille et de sa mère. Des virements réguliers, importants, prélevés sur leur communauté de biens sous des libellés anodins. Remboursement prêt familial, participation travaux. Et enfin, il le vit. Un carnet Moleskine noir glissé entre deux relevés. Il l'ouvrit. C'était l'écriture de Camille. Ronde, appliquée, l'écriture d'une bonne élève. Mais ce n'était pas un journal intime. C'était un livre de comptes de sa propre duplicité, une comptabilité de la trahison. À côté de dates qui correspondaient à ses primes annuelles, à la vente de parts de son cabinet, elle avait noté des observations. Ce fut pire qu'une gifle. Ce fut une effraction. Il tomba sur une page. Mardi. Squash. J. Fatigué. Idéal pour signature-procuration. J. Lui. Réduit à une initiale, un pion dans son jeu. Une autre ligne. Anniversaire maman. Lui demander de signer pendant le dîner, après le deuxième verre. Ce n'était plus de la trahison. C'était une autopsie. La dissection froide de son propre mariage, menée par le scalpel de sa femme. Il photographia les pages les plus accablantes, son doigt appuyant sur l'écran avec une fermeté mécanique. Il replaça tout à l'identique, referma le tiroir, tourna la clé qu'il reposa sur le buvard. Il recula, ses yeux scannant la pièce une dernière fois pour s'assurer qu'aucune trace de son passage ne subsistait. Il se glissa dehors, aussi silencieusement qu'il était entré. L'air frais du jardin lui sembla étranger. Il arrêta l'enregistrement. Dans la paume de sa main, le téléphone était devenu une arme. L'écran noir, un coffre-fort rempli de munitions. Le deuil était terminé. Le temps de la stratégie venait de commencer. La brasserie était sombre, une de ces institutions du XVIIe où le zinc du comptoir a absorbé des décennies de conversations feutrées. L'amertume de l'espresso serré que Julien avala d'un trait tapissa son palais. En face de lui, Laurent, son frère, tournait les pages d'un code civil miniature, son stylo soulignant des lignes avec des gestes secs. À côté d'eux, un homme au visage interchangeable, le détective privé, posa une enveloppe Kraft sur la banquette en moleskine. Recel de communauté, article 1477, commença Laurent sans lever les yeux de son livre. La sanction est claire. Privation de sa part sur les biens recelés. Elle ne touche rien. C'est simple. Pour les assurances vie, c'est plus technique. Si elle est bénéficiaire acceptante, il faut prouver l'intention frauduleuse au moment de la souscription. C'est votre terrain, dit-il en désignant l'homme du menton. Le détective fit glisser quelques photos hors de l'enveloppe, des tirages brillants sur le bois sombre de la table. Camille, radieuse. Une flûte de champagne à la main, au bar de l'hôtel Coste. La date et l'heure étaient imprimées en petits caractères jaunes dans le coin inférieur. Un mardi, 16h30.
le jour où elle était censée veiller son père après une complication soudaine. Sur un autre cliché, elle riait aux éclats avec son frère Antoine, sortant d'une boutique rue Saint-Honoré. Julien ne ressentit rien. Pas de colère, pas de nouvelle douleur. Juste une confirmation. Chaque photo était une pièce à conviction, une munition qu'il rangeait méticuleusement dans l'armurerie de son esprit. Il fixa le visage souriant de sa femme, un visage qu'il avait cru connaître, et y vit une étrangère. Une adversaire. Le soir, l'appartement haussmannien semblait plus grand, plus silencieux. Il entendit la clé dans la serrure. Camille entra, laissant tomber son sac dans un soupir étudié d'épuisement. « Quelle journée !» murmura-t-elle, en se passant une main sur le front. « L'hôpital, c'est drainant. »« Viens, je t'ai préparé un bain, » dit Julien, sa voix égale, douce. Il la suivit dans la salle de bain, où la vapeur montait déjà. L'odeur entêtante des sels de bain à la lavande, qu'il avait lui-même versés, lui donna une nausée soudaine. C'était le parfum de leur vie conjugale, un mensonge olfactif. Il lui tendit un verre de vin blanc, ses doigts effleurant les siens. La froideur lisse du verre était la seule chose réelle dans ce tableau. Elle s'enfonça dans l'eau chaude. « Tu es un ange, mon amour. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Debout dans l'encadrement de la porte, il la regarda, le visage empreint d'une sollicitude parfaite. L'image du champagne au coste se superposa à la buée sur les miroirs. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque soupir fin, n'était plus une blessure. C'était une note dans son dossier. Il ressentit une ivresse perverse, un plaisir noir à jouer ce rôle, à maîtriser ce jeu asymétrique dont il était désormais le seul à connaître les règles. Il était le mari dupe, le mari parfait, l'agent dormant dans son propre foyer. La lumière crue des néons du nouveau tribunal de Paris aux Batignolles tombait à la verticale, sans pitié, sur les visages. Elle effaçait les nuances, ne laissant que les lignes dures de l'architecture et celles, plus dures encore, qui se dessinaient sur les traits de Camille. L'air était aseptisé, conditionné, privé de toute odeur familière, un non-lieu parfait pour la déconstruction d'une vie. Assis à côté de Julien, Laurent posa le lourd dossier sur la table. Le bruit mat du carton contre le bois fut le premier coup de marteau. Il ne dit rien. Il laissa le silence s'épaissir, devenir une présence tangible dans la salle d'audience presque vide. Camille, à quelques mètres, semblait étrangement petite sur sa chaise, son avocat à ses côtés paraissant déjà dépassé. Puis Laurent se leva, non pas avec la fougue d'un plaideur, mais avec la lenteur d'un chirurgien préparant ses instruments. Sa voix, quand elle s'éleva, était neutre, presque monotone, le ton de celui qui énonce des faits, pas des accusations. « Madame la juge, les faits sont d'une simplicité désarmante. Nous ne sommes pas ici pour débattre d'une mésentente, mais pour constater un délit, le froissement sec d'une page tournée. C'était une des photographies de l'iPhone, un relevé bancaire. Le recel de communauté, défini et sanctionné par l'article 1477 du Code civil. L'époux qui a diverti ou recelé des effets de la communauté est privé de sa part dans lesdits effets. Chaque mot était un clou. Le vocabulaire juridique, impersonnel et froid, était une arme d'une violence inouïe. Il n'y avait pas de place pour le drame, pour les larmes, pour les explications. Il n'y avait que les pièces à conviction, les actes authentiques photographiés dans le bureau de Versailles, les relevés des SCI, les dates de versement qui coïncidaient parfaitement avec les mensonges consignés dans le carnet Moleskine. Julien ne regardait pas la juge. Il regardait Camille. Il observait, en architecte, la démolition d'une façade. Le masque de sa contenance se fissurait de l'intérieur. Sa mâchoire s'était crispée, au point de faire saillir un muscle blanc sous sa peau. Ses mains, posées à plat sur la table, étaient immobiles, mais ses doigts semblaient soudés au bois verni. Elle ne sciait pas. Elle absorbait, en silence, la litanie qui démantelait sa fiction.
Laurent arriva à la fin de sa démonstration. Il referma le dossier. Un autre son sec, définitif. En conséquence, nous demandons l'application stricte de la loi. La réintégration de l'intégralité des sommes et actifs détournés au profit exclusif de mon client, M. Julien Delorme. Le silence qui suivit fut absolu. La juge feuilleta le dossier, son visage impénétrable. L'avocat de Camille balbutia quelques phrases sur l'intention, sur la protection du patrimoine familial. Mais les mots flottaient, sans poids, face au mur de preuves. La décision tomba, aussi tranchante qu'un scalpel. Le recel était caractérisé. La sanction, irrévocable. Camille perdait tout. Mais ce n'était pas fini. Laurent se leva une dernière fois. Madame la juge, concernant le bien immobilier de Versailles, acquis via ces fonds, mon client, dans un souci d'apaisement, ne souhaite pas mettre les parents de madame à la rue. Un murmure parcourut le souffle de Camille, un reste d'espoir, une erreur. Il propose donc de leur concéder, à titre gracieux et précaire, un simple droit d'usage et d'habitation. Ils ne seront plus propriétaires, mais les occupants tolérés de son bien. C'était le coup de grâce. La courtoisie glaciale de la formule était plus cruelle que n'importe quelle insulte. Les déchoir de leur titre, les transformer en locataires dépendants de son bon vouloir. C'était une humiliation totale, institutionnelle, tamponnée par l'État. Julien croisa enfin le regard de Camille. Il n'y vit plus le monstre qui l'avait dévoré, ni même la femme qu'il avait aimée. Il vit une inconnue, ruinée et vide. L'exorcisme était terminé. La vengeance n'avait pas le goût du sang, mais celui, métallique et froid, de l'encre sur un jugement. Ce goût métallique persista des semaines, une saveur fantôme qui contaminait le vin, le café, l'air lui-même. C'était le prix de la clarté. Puis, un matin d'automne, Paris s'éveilla sous une pluie fine et drue. En ouvrant sa fenêtre, Julien ne sentit plus le fer, mais l'odeur nette de l'ozone sur l'asphalte, une promesse de propreté. Ce fut le premier jour du reste de sa vie. La thérapie avait commencé, discrète, presque technique. Une séance d'EMDR par semaine, dans un cabinet anonyme du 6e arrondissement. Il n'y avait pas de divan, pas de confession larmoyante. Juste le mouvement régulier des doigts de la thérapeute, un pendule silencieux qui l'aidait à déconstruire les images. Le tintement des verres à Sancerre, le cuir du Moleskine, le sourire de Camille dans le halo des bougies. Il n'effaçait rien. Il reclassait. Il désamorçait chaque souvenir comme un architecte évalue la charge portante d'une poutre fissurée avant de la renforcer. Nommé associé au sein de son cabinet, il s'immergea dans le travail, mais différemment. Fini le rôle de facilitateur généreux, de celui qui arrondit les angles financiers pour le confort des autres. Ses frontières devinrent aussi nettes et précises que les épures de ses projets. Il apprit à dire non. Il apprit que la solidité d'une structure résidait autant dans ses pleins que dans ses vides, dans les espaces qu'on se refuse à combler. Sa vie se redessinait autour de ce principe. Des fondations saines, sans vices cachés. C'est là qu'il rencontra Sophie, ou plutôt qu'il la vit vraiment. Ingénieure structure, elle travaillait avec le cabinet depuis des années, mais il ne l'avait jamais regardée que comme une fonction, une compétence. Désormais, il observait la manière dont elle posait sa main sur une maquette, évaluant d'une pression du doigt la résistance d'un alliage. Leur relation se tissa lentement, au fil de café noir partagé sur un coin de table, le matin, avant que le bureau ne s'anime. Il n'y avait pas de passion dévorante, pas de drame toxique. Il y avait la conversation franche sur la résistance des matériaux, le goût partagé pour un détail technique élégant, le respect mutuel pour la rigueur de l'autre. Leur premier vrai rendez-vous ne fut pas un dîner, mais la visite d'un chantier au crépuscule, sous le squelette d'acier d'un futur musée. Guérir, comprit-il, ne signifiait pas oublier la trahison.
C'était accepter de construire une nouvelle forteresse, plus intelligente, dont il possédait seul tous les plans et toutes les clés. L'amour n'était plus une transaction aveugle, un abandon de soi, dans l'espoir d'une réciprocité. C'était devenu une ingénierie d'adulte, une collaboration consciente où chaque élément est choisi pour sa transparence et sa fiabilité. Un soir, dans l'appartement haussmannien désormais silencieux et entièrement sien, Sophie fit glisser ses doigts sur une maquette en acier brossé, posée sur la grande table de travail. La lumière du soir accrochait les arêtes vives du métal. La structure était complexe, audacieuse, mais parfaitement équilibrée, froide au toucher, solide, incorruptible. Elle leva les yeux vers lui et sourit, un sourire calme qui ne demandait rien, qui constatait simplement l'évidence de l'équilibre. Pour la première fois depuis des années, le rythme cardiaque de Julien était lent, ample, serein. Il respira. L'air n'avait plus aucun goût, juste la promesse neutre et solide de l'avenir. Le temps, à Paris, avait cette faculté d'éroder les souvenirs les plus aigus. Les mois s'étaient écoulés, empilant les jours de travail et les soirées tranquilles comme des calques nets sur le dessin brouillé du passé. Julien était devenu associé. Son nom était désormais gravé sur une plaque de laiton à l'entrée du cabinet. Un fait matériel, indiscutable. La relation avec Sophie se construisait sans bruit, une architecture de gestes précis, de silence compris, de respect mutuel. La confiance était le ciment, la transparence, l'armature. Ce mardi-là, un coursier déposa sur son bureau un petit paquet cubique, enveloppé d'un papier Kraft neutre. Aucune mention d'expéditeur. Juste son nom et l'adresse du cabinet, calligraphiés d'une encre noire, élégante et légèrement inclinée. Une écriture qu'il ne reconnut pas immédiatement, mais dont la familiarité latente provoqua une microseconde d'hésitation dans le geste qui déchira le papier. À l'intérieur, une boîte laquée de noir, d'une simplicité coûteuse. Il souleva le couvercle. Sur un lit de velours sombre reposait un unique objet, une petite clé en argent, ancienne, ciselée, terminée par un motif de rossignol. La clé de la boîte à musique que sa propre mère lui avait offerte pour ses fiançailles avec Camille. Un automate du XVIIIe siècle qu'ils avaient gardé dans leur chambre et dont la mélodie, une valse lente et cristalline, avait longtemps été la bande-son de leur intimité. La boîte avait disparu dans le partage des biens, vendus, supposait-il. Il ne sursauta pas. Son corps entier sembla se refroidir de l'intérieur, une anesthésie lente remontant de ses pieds jusqu'à son crâne. Le bourdonnement affairé de l'agence, les appels téléphoniques, le clic des souris, tout cela s'estompa pour devenir un bruit blanc, lointain. Il referma la boîte avec une lenteur infinie. Le goût métallique, qu'il avait cru vaincu, revint sur sa langue, âcre et familier. Ce n'était pas une restitution. Ce n'était pas un souvenir. C'était une notification. Il passa son pouce sur la surface lisse et froide de la laque. La stratégie était claire. La guerre n'était pas finie. Elle changeait de nature. La défaite judiciaire avait seulement clos le premier acte. Le second serait psychologique. Camille, ou ce qu'il restait de son clan, ne cherchait plus à récupérer l'argent. Elle cherchait à contaminer l'air qu'il respirait, à miner les fondations de sa nouvelle vie, à prouver qu'il n'y avait pas d'espace où son influence ne pouvait pas s'infiltrer. C'était une opération de déstabilisation, un rappel qu'elle le connaissait, qu'elle savait où se trouvaient les anciennes blessures, et qu'elle possédait encore les clés, au sens propre comme au figuré. Sans un mot, il glissa la boîte dans la poche intérieure de sa veste, contre son cœur, où elle formait une protubérance froide et dure. Il se leva, marcha jusqu'à la grande baie vitrée de son bureau qui donnait sur les toits de Paris. Il regarda la ville sans la voir. L'agent dormant, qu'il pensait avoir mis à la retraite, s'éveillait. Les protocoles se réactivaient d'eux-mêmes, observer, analyser, ne rien laisser paraître.
Le premier commandement était de compartimenter. Sophie ne devait rien savoir. Cette guerre-là, il la mènerait seul. Le soir même, il mentit. Ce fut un mensonge simple, technique, un de ces ajustements de calendrier que leur vie professionnelle commune rendait plausible. Une urgence sur le chantier de la défense, une réunion tardive avec les ingénieurs. Sophie, qui dessinait les courbes d'une poutre en porte-à-faux sur sa tablette, leva à peine les yeux, lui adressa un sourire fatigué et compréhensif. « Ne rentre pas trop tard, dit-elle. » Ce sourire, cette confiance tranquille qui était devenue le fondement de leur monde, le frappa avec la violence d'une accusation. Il se sentit étranger dans son propre havre, un agent infiltré dissimulant une arme sous son manteau. Il l'embrassa sur le front, l'odeur de son shampoing à la verveine se mêlant un instant à la froideur métallique de la clé qu'il sentait contre sa peau. Il ne prit pas sa voiture, mais le métro. Il voulait la promiscuité anonyme de la foule, le bruit du métal sur les rails, la lumière blafarde des tunnels. Un retour aux sources de sa propre clandestinité. Chaque station était une étape dans une descente calculée vers le passé. Avenue Montaigne. L'air y était plus rare, le silence plus coûteux. Devant l'immeuble haussmannien, il marqua une pause. Il avait évité cette rue depuis plus d'1 an, comme on contourne une zone contaminée. La clé glissa dans la serrure avec une familiarité écœurante. Le clic du pêne fut sec, définitif. Il poussa la lourde porte. L'odeur le saisit avant même la vue. Un mélange de cire, de parquet ancien et de l'imperceptible parfum de Camille. Un parfum qu'il pensait avoir oublié et qui semblait imprégné dans les murs mêmes. L'appartement était plongé dans l'obscurité, à l'exception du halo orangé des lampadaires qui filtraient à travers les immenses fenêtres du salon. Il n'alluma pas. Il se déplaça dans le noir, ses pas étouffés par les tapis qu'il avait choisis avec elle. Tout était à sa place, figé, comme une scène de crime impeccablement nettoyée. Les livres sur les étagères, le canapé en velours, la table basse en marbre. Un mausolée. Il traversa le salon, passa devant la cuisine immaculée et entra dans ce qui avait été son bureau. C'est là qu'il la vit. Sur la grande table à dessin qu'il avait laissée vide, un seul objet avait été déposé, précisément au centre. Ce n'était pas une lettre, ni une photo. C'était une maquette, une reproduction miniature, parfaite, du premier projet qu'il avait signé seul, une maison de verre et d'acier construite au Cap Ferret des années auparavant. Un projet dont il était fier, mais qui cachait une faiblesse, une erreur de conception minuscule dans l'ancrage d'une poutre maîtresse, un défaut structurel que lui seul connaissait, et qu'il lui avait confié une nuit, après trop de vin, comme on livre la clé de sa propre faillibilité. Sur la maquette, un fil de soie rouge, fin comme un cheveu, avait été noué autour de cette poutre précise. Ce n'était pas une menace. C'était un diagnostic, une démonstration de connaissance intime et absolue. Camille ne cherchait pas à le détruire de l'extérieur. Elle lui montrait qu'elle pouvait le faire de l'intérieur, en s'attaquant aux fondations même de ce qu'il était. Julien resta immobile, le regard fixé sur le fil rouge. La colère, la peur, le chagrin, tout cela s'était dissous. Il ne restait qu'une certitude froide. Le jeu n'avait jamais été l'argent. Le jeu, c'était lui, et il venait de comprendre la nouvelle règle. Il n'y eut pas de sursaut, pas de souffle coupé. Le corps de Julien, formé à la discipline nouvelle de la survie, refusa l'anarchie d'une réaction. Il resta simplement là, une statue dans la lumière déclinante de son propre bureau, à contempler le diagnostic. Le fil de soie rouge n'était pas un cri, c'était un chuchotement précis, chirurgical, une signature. Lentement, avec la précaution d'un démineur, il tendit la main. Ses doigts, habitués au graphite et au carton-plume, effleurèrent la soie. La texture était douce, luxueuse, un contraste obscène avec la froideur de la menace. Il défit le nœud. Le geste était minuscule, infime,
mais lourd d'une signification absolue. C'était le premier acte d'une nouvelle guerre. Il enroula le fil autour de son index et le glissa dans la poche intérieure de sa veste, contre son cœur, là où il gardait autrefois les photos d'identité de Camille pour les voyages. L'objet était maintenant une pièce à conviction. Il posa la maquette sur sa grande table de travail, à côté des plans du projet réel. La réplique était parfaite, monstrueusement parfaite. Le grain du béton simulé, la transparence des vitrages, l'angle exact des brises-soleil. Un travail d'orfèvre, un travail coûteux. Cela aussi était une information. Camille ne s'était pas contentée d'un symbole bricolé. Elle avait investi. Elle avait engagé des professionnels, des maquettistes de haut vol, ceux que lui-même connaissait et employait. Elle infiltrait son monde, son écosystème professionnel. Il s'assit. Le silence du bureau était total, brisé seulement par le bourdonnement lointain d'un serveur informatique. Il comprenait maintenant. La privée de l'argent n'avait été qu'une amputation. Mais l'organisme, le désir de nuire, était intact. Il avait cru la vaincre sur le terrain de la logique, du droit, des chiffres. C'était une erreur de débutant. Elle l'avait laissé gagner cette bataille pour mieux choisir le prochain champ, un terrain où les preuves étaient impalpables, où le code civil ne pouvait rien. Son esprit, sa réputation, la confiance qu'il inspirait. Un architecte dont la solidité des œuvres est mise en doute n'est plus un architecte. C'est un imposteur. Il sortit son téléphone. Il ne chercha pas le numéro de Sophie. L'introduire dans cette toxicité serait la pire des trahisons, une contamination de l'unique espace sain qu'il avait réussi à reconstruire. Il appuya sur le nom de Laurent. Une sonnerie. 2. La voix de son frère, nette, fatigué par une journée de transactions. « Julien, tout va bien ?» Julien ne répondit pas tout de suite. Il regardait par la baie vitrée la nuit engloutir la défense, les lumières des tours s'allumant une à une comme des cellules nerveuses sur un scan cérébral. « Elle a rejoué », dit-il simplement. Sa voix était blanche, dénuée d'émotion. Un silence à l'autre bout du fil. Laurent comprit immédiatement. « Financier ? Une procédure en appel ? Non. Plus intelligent. Psychologique. » Julien décrivit la maquette. Il décrivit le fil de soie rouge. Il décrivit la poutre maîtresse. Il n'eut pas besoin de rappeler à son frère l'histoire de cette faille, cette confession d'une nuit d'ivresse. Laurent avait été là. « Merde », souffla l'avocat. Il ne disait pas « c'est grave », il disait « merde », ce qui, dans son langage, signifiait que la situation venait de quitter le domaine du droit pour entrer dans celui, bien plus dangereux, de l'irrationnel. C'est une menace de diffamation. Elle pourrait faire fuiter une rumeur. Ce n'est pas une rumeur si c'est vrai, Laurent. C'est une information. Une information qu'elle possède. Pour l'instant, elle me montre seulement qu'elle la possède. C'est un avertissement. La prochaine étape, c'est l'utilisation. Il se tut, puis ajouta, la voix plus basse encore. Le jeu a changé. Il faut trouver qui a fait cette maquette. Il faut savoir avec qui elle parle. Qui sont ses nouveaux alliés. Il faut cartographier son réseau. Tout de suite. À l'autre bout du fil, le juriste laissa place au stratège. Reçu. Je réactive le contact. On ne cherche plus des comptes en banque. On cherche des fantômes. Quand Julien raccrocha, le silence du bureau se fit plus dense, lesté par les dernières paroles de son frère. Des fantômes. Le mot était juste. Il ne s'agissait plus de traquer des flux financiers sur des relevés de comptes, mais des présences insaisissables, des alliances nouées dans l'ombre. Il se rapprocha de la maquette. Ses doigts, formés à évaluer la résistance des matériaux, la solidité des structures, effleurèrent le balsa fragile. C'était un travail d'orfèvre. Précis. Trop précis pour être l'œuvre d'une amatrice. Camille n'avait pas ces compétences. Quelqu'un l'avait fabriqué pour elle. Un artisan, un étudiant en architecture, un rival, quelqu'un qui connaissait son langage, son métier, et qui l'avait retourné contre lui.
Le fil de soie rouge n'était pas simplement posé. Il était cousu à travers le carton-plume de la base, passant sous la représentation du bâtiment pour en ressortir de l'autre côté, comme une artère cachée irriguant une fondation viciée. Un travail méticuleux, patient, haineux. Julien prit son téléphone, non pour photographier, mais pour zoomer sur la texture du fil, la nature du nœud, le grain du bois. Chaque détail était une information, une signature potentielle. Il n'était plus l'architecte de sa vie. Il était devenu l'expert en démolition de celle d'une autre. Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain, dans un café sans âme près de la gare de l'Est, un de ces limbes où les voyageurs pressés ne jettent jamais un second regard. L'homme qui s'assit en face de lui se nommait Morvan. Il avait le physique de l'oubli. Ni grand, ni petit. Des cheveux châtains sans particularité. Un visage qui semblait déjà s'effacer de la mémoire, à l'instant où on le quittait des yeux. Il commanda un Perrier rondelle et ne toucha pas à la soucoupe de bretzels. Julien posa sur la table une enveloppe Kraft. À l'intérieur, des tirages haute définition de la maquette sous tous les angles. « Je veux savoir qui a fait ça », dit Julien sans préambule. Le type d'outil utilisé, la provenance du bois, de la colle. C'est un travail de spécialiste. Il y a des écoles, des ateliers, des fournisseurs. C'est votre porte d'entrée. Morvan fit glisser les photos hors de l'enveloppe avec le laconisme d'un professionnel. Il les examina une à une, son regard s'attardant sur les détails que Julien avait lui-même repérés. « C'est propre », concéda-t-il d'une voix neutre. « Ça limite le champ des recherches. C'est une bonne chose. » Ensuite, reprit Julien, « je veux une cartographie complète. Son nouveau cercle. Depuis le jugement, elle a dû changer d'écosystème. Je veux savoir qui elle voit, où elle va, avec qui elle déjeune. Pas seulement les amis. Les nouveaux conseillers. Avocats, experts comptables, coachs, n'importe qui. Je veux les noms, les fonctions, les liens. On ne cherche plus des actifs, on cherche des armes et des arsenaux. » Morvan hocha la tête, une lente inclinaison qui signifiait la parfaite compréhension de la mission. Discrétion absolue, comme la dernière fois. Vous aurez un premier rapport sous 72 heures pour le volet technique. La cartographie prendra plus de temps. Les fantômes n'aiment pas la lumière. Ce soir-là, en rentrant, Julien trouva Sophie dans la cuisine. Elle préparait un risotto au cèpe et l'odeur chaude, terreuse, emplissait l'appartement. C'était une odeur de normalité, de vie simple et construite. Elle se tourna vers lui et sourit. Un vrai sourire qui n'attendait rien d'autre qu'un retour. Il s'approcha, l'enlaça par la taille et posa son menton sur son épaule, respirant son parfum. « Journée difficile ?» demanda-t-elle doucement, en remuant la préparation crémeuse. « Technique », répondit-il, le mot juste pour ne pas mentir tout à fait. Sa main quitta la cuillère pour se poser sur la sienne. La chaleur de sa peau contre la sienne était un point d'ancrage. Il ferma les yeux. D'un côté, le monde froid et méthodique de Morvan, des photos, des filatures. De l'autre, cette chaleur, cette odeur, cette présence. Il était de nouveau contraint à la double vie, mais cette fois, il n'était plus la victime naïve. Il était le gardien de la frontière, luttant sur un front pour protéger l'autre. Le prix de cette paix était une guerre secrète, et il venait de donner l'ordre d'ouvrir le feu. L'ordre avait été donné. À l'autre bout de Paris, dans le gris humide d'une fin d'après-midi, un homme patientait. Morvan n'aimait pas le 8e arrondissement. Trop propre, trop ostentatoire. C'était un décor, et il se méfiait des décors. Adossé à la façade d'un immeuble haussmannien, il ressemblait à n'importe quel quidam attendant la fin d'une averse, le col de son trench relevé, une cigarette éteinte entre les lèvres. Il ne fumait plus depuis 10 ans, mais le geste le calmait, lui donnait une contenance. Il observait le porche d'en face, un immeuble de bureaux, plaque dorée discrète. C'était la 3e fois qu'il venait. La routine est la faille de toutes les forteresses. À 18h47 précise,
Comme les 2 jours précédents, la lourde porte s'ouvrit. L'homme apparut. Clément. La photo fournie par Julien était excellente. Grand, mince, la quarantaine élégante et acérée d'un animal de prairie qui saurait se défendre. Costume impeccable, un gris si sombre qu'il en était presque noir. Il ne portait pas de serviette, juste un fin étui en cuir à la main. Morvan écrasa la cigarette imaginaire sous sa semelle et se mit dans son sillage, à une distance de sécurité. 20 mètres dans une rue passante, c'est l'invisibilité. L'homme marchait d'un pas rapide, régulier, celui de quelqu'un qui sait exactement où il va et qui n'a pas de temps à perdre. Il ne regardait ni les vitrines, ni les passants. Il fendait la foule. Il s'engouffra dans la bouche de la station Saint-Augustin. Morvan le suivit, validant son passe Navigo avec un geste machinal. Sur le quai, il se positionna à l'autre extrémité. La ligne 9 arriva dans un fracas métallique. Clément monta dans la 3e voiture. Morvan dans la 5e. Aux stations suivantes, il observait par les fenêtres le balai des voyageurs, guettant la silhouette de sa cible. Un professionnel reconnaissait un autre professionnel. Clément ne regardait jamais derrière lui, ne scannait pas la foule. Soit il était absolument sûr de lui, soit il était d'une compétence redoutable. Morvan pariait sur la seconde option. À Trocadéro, Clément descendit. Morvan sortit par une autre porte, le laissa prendre de l'avance. Il le suivit jusqu'à un immeuble de l'avenue Georges Mandel. Un de ces bastions de la bourgeoisie la plus fortunée, où les concierges sont des cerbères en livrée. Clément composa un code, la porte s'ouvrit et se referma sur lui. Morvan s'arrêta. Il n'irait pas plus loin ce soir. Il avait ce qu'il voulait. Le lieu de travail. Le lieu de vie. Le périmètre était défini. Il traversa la rue, s'abrita sous un porche et sortit son téléphone. Il ne tapa pas un rapport. Juste un message à Julien. Court. Factuel. L'ADN de son métier. Au même moment, dans son appartement, Julien sentait l'eau chaude couler sur son dos. Sophie venait de le rejoindre sous la douche. La buée avait envahi la petite pièce, isolant leur corps du reste du monde. C'était son sanctuaire. Ses doigts traçaient des arabesques sur la paroi embuée, tandis que les siens massaient doucement sa nuque. Il se laissa aller à cette paix, à cette parenthèse de chaleur et de silence. En sortant, enveloppé dans un peignoir, il vit son téléphone posé sur le lit. L'écran s'était allumé. Une seule notification. Il attendit que Sophie retourne dans la salle de bain, le cœur soudainement plus lourd. Il prit le téléphone. Le message de Morvan. Cible identifiée. Clément Vasseur. Avocat. Cabinet Vasseur et Carsanti. 8e arrondissement. Spécialité affichée. Litiges patrimoniaux complexes. Julien s'assit sur le bord du lit. L'air frais de la chambre lui parut glacial sur sa peau humide. Ce n'était pas un amant. Ce n'était pas une liaison. C'était une arme. Camille n'avait pas trouvé un réconfort. Elle avait recruté un mercenaire. Un expert en démolition de fortune. Un alter ego sombre et perverti de son propre frère. La guerre secrète venait de changer de nature. Il ne s'agissait plus de surveiller une ex-femme vengeresse. Il était entré en guerre contre une armée professionnelle. Et son sanctuaire, cette bulle de chaleur et de vapeur d'eau, lui sembla soudain d'une fragilité terrifiante. La chaleur de Sophie dans son dos était une braise lointaine, une mémoire de sécurité qui se consumait déjà. Il se leva, sans un bruit. Le parquet froid sous ses pieds nus fut une punition bienvenue, une morsure de réel qui l'ancrait dans la clarté glaciale de l'instant. Il ne retourna pas dans son bureau. Ce lieu de stratégie était désormais contaminé, visité. Il alla dans le salon, s'assit dans le noir complet sur le grand canapé de velours où, quelques heures plus tôt, il avait partagé un verre avec elle. L'espace vide semblait immense, hostile. Il n'avait pas besoin de faire de recherches sur Vasseur. Le nom suffisait. Dans le petit monde des avocats d'affaires parisiens, certains noms circulaient comme des légendes noires, des épouvantails pour les fortunes mal assurées. Vasseur était l'un d'eux.
Un prédateur. Un homme qui ne plaidait pas le droit, mais qui exploitait ses failles avec une créativité malveillante. Il ne défendait pas des clients, il armait des ressentiments. Le téléphone de Laurent sonna une seule fois avant qu'il ne décroche, la voix déjà alerte, comme s'il attendait l'appel au milieu de la nuit. « Vasseur », dit simplement Julien. Un silence à l'autre bout du fil. Pas un silence de surprise, mais un silence lourd, celui d'une confirmation redoutée. « Merde », lâcha Laurent. Le mot était sec, technique. Donc, elle ne veut plus seulement l'argent, elle veut te détruire, complètement. Elle veut ce que j'ai reconstruit, corrigea Julien, le regard perdu dans les reflets de la rue sur les vitres du salon. Elle veut Sophie. Non, elle veut que tu perdes Sophie. Vasseur ne s'attaque pas aux gens, il s'attaque aux structures qui les soutiennent. Il va chercher la fissure dans ton couple. Il va la créer s'il ne la trouve pas. Le fil rouge, ce n'était pas pour toi, Julien. C'était pour elle, pour Sophie. C'était une graine de doute plantée pour plus tard. La conversation s'acheva sur des consignes précises. Ne plus rien dire, ne plus rien faire. Attendre, laisser l'adversaire se dévoiler. C'était une stratégie de contre-espionnage, une patience de prédateur qui attend sa proie. Mais Julien n'était plus seulement un chasseur, il était aussi le gardien d'un trésor. Quand il retourna dans la chambre, la lueur de l'aube filtrait à travers les rideaux. Sophie dormait encore, un bras étendu vers la place vide qu'il avait laissée. Il la regarda, et pour la première fois, ce ne fut pas avec l'apaisement de l'amour, mais avec l'angoisse d'un conservateur de musée devant un chef-d'œuvre menacé. Chaque détail, la courbe de son épaule, le souffle léger qui soulevait ses cheveux, était devenu une vulnérabilité. La guerre n'était plus contenue dans les murs d'un tribunal ou les colonnes d'un relevé bancaire. Elle venait de faire irruption dans sa chambre à coucher. Il n'était plus seulement un agent en territoire ennemi, il était le gardien d'une forteresse assiégée, et il comprenait maintenant que les murs les plus importants n'étaient pas faits de pierre, mais de confiance. Et c'était ces murs-là que Camille, par la main de Vasseur, s'apprêtait à démolir. Il s'extirpa de la chambre avec la lenteur d'un démineur quittant une zone piégée. Chaque pas sur le parquet était calculé pour ne produire aucun son, aucune vibration qui pourrait la tirer de son sommeil. Dans son bureau, la nuit parisienne n'était plus qu'un velours noir indifférent derrière la vitre. Il ne prit pas la peine d'allumer. L'écran de son téléphone projeta une lumière bleutée sur son visage, sculptant des ombres dures sous ses pommettes. Il n'y avait qu'un seul nom à appeler. La voix de Laurent était pâteuse de sommeil. « Julien ? Il est 3 heures du matin. » Elle a franchi la ligne, dit Julien, sa propre voix un murmure sec, sans inflexion. Un silence à l'autre bout du fil. Puis, le ton de Laurent changea, devint instantanément alerte, celui de l'avocat qui sent le basculement d'un dossier. Quelle ligne ? Financière ? Personnelle ? Le mot tomba dans le silence comme une pierre. Elle a mis Vasseur sur Sophie. Il n'eut pas besoin de détailler. Le fil de soie rouge, l'enquête de Morvan. Laurent comprenait la grammaire de leur guerre. « Merde », souffla l'avocat. Ce n'était pas une exclamation, mais un diagnostic. C'est une déclaration de guerre totale. Ce n'est plus civil, ça. Je sais. C'est pour ça que je t'appelle. Je ne veux plus de stratégie de défense. Je veux une doctrine de sécurité. Qu'est-ce que tu as en tête ? Je vais mettre Sophie à l'abri. Et ensuite, nous allons démanteler Vasseur. Pas juridiquement, structurellement. Je veux que tu trouves tout ce qui peut le faire tomber. Ses autres clients, ses méthodes, ses liens, tout. Julien, c'est une autre échelle. C'est l'échelle qu'elle a choisie, coupa Julien. Trouve-moi ses failles, Laurent, les vraies. Celles qui ne se plaident pas, mais qui brisent un homme. Quand il retourna se coucher, l'aube trouait à peine le ciel. Sophie dormait toujours. Il se glissa sous la couette, mais ne chercha pas son contact. Il resta sur le dos, les yeux grands ouverts, cartographiant dans l'obscurité
les mouvements à venir. Il était redevenu une machine. Le matin, l'odeur du café emplissait la cuisine. Sophie, fraîche et souriante, lui tendit une tasse. « Tu as mal dormi. Tu as des cernes d'architecte sur un rendu de concours. » Sa voix était un baume, et pour lui, une alarme. Il força un sourire. « Grosse journée qui s'annonce. J'ai réfléchi à un truc cette nuit. » Il posa sa tasse, la regarda droit dans les yeux, mettant en scène la plus grande performance de sa nouvelle vie. « Tu te souviens de cet hôtel spa en Normandie dont tu m'avais parlé? Celui avec la vue sur les falaises ?» Elle fronça les sourcils, surprise. « Oui. L'article dans ce magazine? Pourquoi? Je t'ai réservé une suite pour 2 nuits. Ça commence ce soir. Une surprise. » Son visage s'illumina d'une joie si pure, si simple, que Julien sentit une douleur fulgurante lui traverser la poitrine. C'était le premier mensonge élaboré qu'il lui faisait. Un mensonge pour la protéger, mais un mensonge tout de même. Le même type de manœuvre que Camille avait utilisé contre lui. La symétrie était écœurante. « Mais, et toi? Ton travail? Je ne peux pas me libérer. C'est pour ça que c'est pour toi seul. Tu as l'air épuisé. Prends-le comme une prescription. Va te faire masser, lis au bord de la piscine, coupe ton téléphone. S'il te plaît. » Elle s'approcha, l'enlaça. Sa chaleur contre lui était à la fois un réconfort et un supplice. C'est la chose la plus gentille que l'on m'ait faite depuis longtemps. Il lui caressa les cheveux, le cœur glacé. « Tu le mérites. » Dès qu'elle eut quitté l'appartement, le sac de voyage à la main, rayonnante, Julien appela Morvan. Le ton n'était plus celui d'un client, mais d'un donneur d'ordre. « Elle est en route pour Etretat, Hôtel Dormy House. Je veux une surveillance discrète, mais absolue. Personne ne l'approche. Personne ne lui parle. »« Compris ? » ?»« Compris, » répondit la voix neutre du détective. Phase 2, continua Julien, arpentant son salon devenu un quartier général. Vasseur. Je ne veux plus un rapport. Je veux un organigramme de sa vie. Chaque heure, chaque rencontre, chaque habitude. Trouver l'interstice. La routine qu'on peut briser. La personne qu'on peut retourner. Je veux savoir où il respire, pour pouvoir lui couper l'air. Un silence. Puis Morvan dit, avec une nuance presque imperceptible de respect, « Ça ne sera pas le même prix. » « Il n'y a plus de prix, » répondit Julien, en regardant par la fenêtre la place vide où la voiture de Sophie avait disparu. « Il n'y a qu'un coût, et c'est Camille qui va payer la totalité de l'addition. » Le téléphone se tut. Le silence qui suivit n'était pas un vide, mais une matière dense, l'air solidifié d'une chambre de décompression. Julien ne bougea pas. Il resta face à la baie vitrée, simple silhouette découpée sur le ciel parisien qui commençait à peine à pâlir, passant du noir d'encre au bleu de cobalt. Il n'y avait plus de coup. La phrase tournait dans son esprit, non comme une rage, mais comme un axiome, le théorème fondamental sur lequel il allait désormais bâtir. Il n'était plus un homme blessé. Il était un architecte devant une parcelle à raser. Il entendit la clé dans la serrure vers 7 heures. Le son était doux, étudié, le clic d'une personne qui ne veut pas déranger. Il se retourna lentement, composant sur son visage une expression de somnolence inquiète. Sophie entra, refermant la porte derrière elle, avec une infinie précaution. Elle portait encore les vêtements de la veille. « Je ne voulais pas te réveiller », murmura-t-elle, posant son sac sur la console de l'entrée. Une fatigue exquise était peinte sur ses traits, un clair-obscur de Caravage pour une nuit blanche prétendument passée à s'inquiéter. « Je n'ai pas beaucoup dormi, » répondit Julien, et la vérité de ses mots avait un goût de cendre. Il s'approcha d'elle. C'était le test le plus difficile. Réduire la distance physique avec l'ennemi. Il posa une main sur sa joue. Sa peau était fraîche, elle sentait le dehors, le matin froid. « Où étais-tu » Son regard ne scia pas. C'était une professionnelle. J'ai paniqué. Je suis parti rouler. J'ai fini par m'arrêter sur un parking, près de la Seine. J'avais besoin d'air,
de réfléchir. À nous. À tout ça. Elle posa sa main sur la sienne, un contact qui autrefois l'aurait ancré et qui maintenant le brûlait comme un acide. Je suis désolé, c'était stupide. Non, dit-il en retirant sa main avec une douceur calculée. Viens, je vais faire du café. Dans la cuisine, chaque geste était un mensonge orchestré. Le bruit du moulin à grains, l'odeur qui emplissait l'espace, le tintement des tasses. Il la regardait s'asseoir à la table, observer ses mains, comme si elle ne les reconnaissait pas. Il lui servit son café, noir, sans sucre, comme elle l'aimait. Il s'assit en face d'elle. Pendant un instant, ils furent un tableau parfait de l'intimité domestique. Un couple faisant face à une crise. Il la laissa parler, dévider son récit d'angoisse nocturne. Il hochait la tête, posait des questions brèves, techniques, comme un ingénieur vérifiant la solidité d'une structure. Il notait les failles, les incohérences, non pour la confronter, mais pour les archiver. Chaque mensonge était une brique de plus pour le mur qu'il construisait autour d'elle. Quand elle partit enfin, prétextant une réunion urgente au bureau, une symétrie presque comique avec ses propres mensonges passés, Julien attendit 10 minutes pleines. Puis, il prit son téléphone. Une seule notification. Un message de Morvan. Pas de texte, juste une image. Une photo prise de loin, légèrement floue. Un homme d'une 50aine d'années, élégant, cheveux gris coupés courts, assis seul à une table d'échecs au jardin du Luxembourg. En face de lui, un jeu en attente. En légende, juste une phrase. Tous les jeudis, 15 heures. Il attend un adversaire. N'importe lequel. Il ne supporte pas de jouer seul. Julien zooma sur le visage. Vasseur. Il fixa le plateau de jeu vide. L'interstice. Ce n'était pas une faille. C'était une porte d'entrée. Un protocole. Une invitation. Le jeudi suivant, le ciel était d'un gris métallique et bas, une chape de plomb sur les toits de Paris. Julien ne portait pas de costume. Il avait choisi un jean sombre, un pull en cachemire noir, des chaussures de marche discrètes. Un uniforme de neutralité. Il n'était ni l'architecte en deuil, ni le mari vengeur. Il était un anonyme se rendant au parc. Le crissement du gravier sous ses semelles dans les allées du Luxembourg était le seul son qui lui parvenait réellement. Les rires lointains des enfants, les appels des gardiens, tout cela n'était qu'un bruit de fond, une rumeur du monde auquel il n'appartenait plus tout à fait. Il le vit de loin. Vasseur. Assis exactement comme sur la photo de Morvan, une sentinelle de granit devant son échiquier. La posture était celle d'un homme qui n'attend pas, mais qui préside. Julien ne s'approcha pas directement. Il fit un large détour, observa les autres joueurs, les vieillards concentrés, les étudiants qui analysèrent des parties célèbres sur des carnets. Il s'imprégna du silence particulier de cet endroit, un silence fait non pas d'absence de bruit, mais d'une concentration collective si intense qu'elle en devenait palpable. Puis, il se dirigea vers la table de Vasseur. Il s'arrêta à 1 mètre, sans un mot, le regard fixé sur le jeu. Les pièces blanches étaient déjà disposées pour un visiteur. Vasseur ne leva pas immédiatement les yeux. Il finit d'ajuster la position d'un de ses pions noirs, un geste d'une précision maniaque. Enfin, son regard se posa sur Julien. Un regard clair, sans chaleur, qui ne sciait pas. Un regard d'expert comptable de l'âme humaine. « Les blancs sont à vous si le cœur vous en dit », dit Vasseur d'une voix égale, dénuée de toute inflexion. Julien ne répondit pas. Il s'assit. Le contact du banc de pierre, froid à travers son pantalon, l'ancra définitivement dans la scène. Il avança le pion du roi de 2 cases, une ouverture classique, sans surprise, une déclaration de normalité. Vasseur répondit par une défense sicilienne. À groupe. Complexe. Le début d'une guerre de tranchées. Pendant près de 20 minutes, ils jouèrent dans un silence absolu, seulement rythmé par le cliquetis sec des pièces de bois sur le marbre du plateau.
Julien sentait le regard de Vasseur peser sur lui, non pas sur son visage, mais sur ses mains. Il analysait ses gestes, la fermeté de sa prise, l'absence d'hésitation. C'était un interrogatoire sans parole. Chaque coup était une question. Êtes-vous impulsif, patient, agressif, prudent? Julien jouait une partie solide, presque ennuyeuse. Il ne prenait aucun risque, fortifiait ses positions, attendait la faille. Il n'était pas venu pour gagner. Il était venu pour être mesuré. « Vous semblez familier avec la patience », commenta Vasseur, en déplaçant son fou, menaçant une diagonale vitale. « C'est une question d'architecture », répondit Julien sans le regarder, les yeux rivés sur la nouvelle géométrie du plateau. On ne peut pas précipiter les fondations. Un mince sourire étira les lèvres de Vasseur. Une métaphore juste. Dans mon domaine aussi, la structure est tout. Surtout quand elle est invisible. Le silence retomba, plus lourd cette fois. La partie se resserra. Chaque pièce semblait chargée d'une signification nouvelle. Puis, alors que Julien s'apprêtait à déplacer sa tour, Vasseur posa la question qui flottait dans l'air depuis le début. « Je crois savoir que vous travaillez parfois avec Sophie Vignal. » Le nom tomba sur l'échiquier comme une pièce empoisonnée. Julien ne marqua aucune pause. Son cœur n'accéléra pas. Il avait répété ce moment dans sa tête, l'avait déconstruit, désamorcé. Il termina son mouvement, plaçant sa tour en opposition directe à celle de Vasseur. Une confrontation frontale, mais contrôlée. « C'est une ingénieure remarquable », dit-il d'un ton neutre, celui qu'on emploie pour parler d'un fournisseur ou d'un sous-traitant compétent. Le visage de Julien ne trahit rien. Pas une crispation de la mâchoire, pas un battement de cils. Il était redevenu la surface lisse et opaque qu'il présentait à Camille chaque soir. Il avait appris. L'amour était mort, mais ses leçons de dissimulation lui survivaient, perfectionnées. Vasseur le fixa longuement. Il ne cherchait plus une faille dans son jeu, mais dans son être. Il n'en trouva aucune. Il reporta son attention sur le plateau. La position était bloquée. Aucune attaque ne pouvait aboutir sans un sacrifice déraisonnable. Nul, décréta Vasseur en renversant son roi d'un geste sec. La partie était terminée. Il se leva. Une partie intéressante, il faut savoir reconnaître un adversaire qui ne commet pas d'erreur sentimentale. La phrase n'était pas un compliment. C'était une reconnaissance, une accréditation. Julien se leva à son tour, sans un mot. Il n'y eut pas de poignée de main. Ils étaient deux pôles d'un même aimant se repoussant avec une force égale. Alors que Julien s'éloignait, le gravier crissant à nouveau sous ses pas, il ne se sentait ni soulagé, ni angoissé. Il ressentait une clarté absolue. Sophie n'était pas une coïncidence. Elle était un pion. Peut-être un pion conscient, peut-être un pion sacrifiable, mais sa place sur l'échiquier était désormais avérée. Et il venait de prouver à celui qui tenait les pièces noires qu'il était lui aussi un joueur. Le plateau n'était plus le monde. Le monde était devenu le plateau. Et la partie ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent furent une leçon d'architecture inverse. Julien ne construisait pas. Il déconstruisait. Dans le secret d'un cabinet du Marais, les séances de thérapie EMDR n'étaient plus un soin pour une blessure, mais l'entraînement d'un agent. Le mouvement des doigts de la thérapeute, qu'il suivait du regard, n'était plus un pendule pour apaiser le passé. C'était un métronome pour affûter son esprit. La trahison de Camille n'était plus un traumatisme, mais une étude de cas. La voix de son beau-père dans le parc, un enregistrement de référence. Il apprenait à isoler l'émotion de l'information, à transformer la douleur en une donnée froide et exploitable. Il ne guérissait pas, il se forgeait. Sa nomination comme associé, quelques mois plus tard, fut le premier acte de cette nouvelle vie. Lors du pot organisé au cabinet, son discours fut bref, d'une précision clinique. Il parla de l'importance des fondations saines, de la transparence des structures et de la résilience des matériaux face aux contraintes invisibles. Ses partenaires y virent la rhétorique d'un architecte brillant. Julien, lui,
énonçait son nouveau code de conduite. Son regard croisa celui de Sophie, qui se tenait au fond de la grande salle. Elle lui sourit, un encouragement silencieux et lumineux. Il lui rendit son sourire, une réplique parfaite, maîtrisée, dont il contrôlait chaque muscle. Avec elle, il ne changea rien. En apparence, leur matin sentait le même café noir, leur soirée s'étirait sur les mêmes plans, la même texture d'acier brossé et de béton brut sous leurs doigts. Mais pour Julien, chaque interaction était une collecte de renseignements. Le moindre détail, une inflexion de voix, un email reçu à une heure tardive, une connaissance commune mentionnée au détour d'une phrase, était analysé, recoupé, archivé. Il était devenu une machine à observer, et Sophie, sans le savoir, était l'objet de sa surveillance la plus intime et la plus constante. L'amour, ou ce qui pouvait y ressembler, était devenu une ingénierie de la méfiance. Un soir, alors qu'il dînait sur la terrasse de son appartement, dominant la rumeur de Paris, il décida de poser un leurre. Le moment était parfait. La lumière douce, le vin frais, l'illusion de l'abandon. « C'est étrange », dit-il en reposant son verre, le ton parfaitement neutre. Laurent a trouvé un dernier détail dans le montage de Camille. Des virements vers une société écran à Anvers, spécialisée dans le fret maritime. Ça n'a aucun sens. Il la regarda, non pas son visage, mais ses mains, la tension de sa nuque, le rythme de sa respiration. Sophie fronça les sourcils, un pli d'incompréhension authentique entre les yeux. Le fret maritime? Mais pourquoi? Le rapport avec l'immobilier est inexistant, à moins de vouloir blanchir à une échelle qui... Elle s'interrompit, le regarda droit dans les yeux. C'est absurde. Tu es sûr qu'il ne s'est pas trompé? C'est peut-être une fausse piste. Sa réaction était parfaite. Trop parfaite? Ou simplement celle d'une innocente? L'ambiguïté était une torture plus exquise encore que la certitude. Il se contenta de hausser les épaules. Sans doute, juste un détail qui m'a surpris. Il se leva et s'accouda à la balustrade. Le doute ne le quitterait plus jamais. Il le savait. Mais la panique avait disparu, remplacée par une forme de sérénité froide. Sa renaissance n'était pas un retour à la lumière, mais l'acceptation de vivre dans une zone grise où chaque allié potentiel est une menace dormante. Les fondations solides qu'il cherchait n'étaient pas à l'extérieur, dans une relation ou une promesse. Elles étaient en lui. Dans sa capacité à voir le monde tel qu'il était, une structure complexe de rapports de force, un jeu d'équilibriste permanent. Sophie le rejoignit, posa sa tête contre son épaule. Il sentit la chaleur de sa peau, l'odeur de son parfum. Il passa un bras autour d'elle, un geste à la fois protecteur et possessif. Il ne savait pas si elle était un ange ou un soldat. Il avait simplement décidé qu'il était désormais assez fort pour construire sur ce terrain-là. Un édifice magnifique et fragile, aux murs de verre, mais dont chaque recoin était sous sa surveillance. C'était cela, sa nouvelle architecture. Un art de la vigilance. Et dans le silence de la nuit parisienne, il accepta que ce fût là sa seule et véritable liberté.